aujourd'hui, on a la chance de rencontrer la scénariste du film que vous venez de voir. Catherine, on peut lui dire allô déjà. Allô! Il me semble qu'on applaudit plus à la fin, mais c'était comme une anticipation. On se sera pratiqué. Donc, de ce qui s'en vient, oui, c'est ça. Parce que tu viens du théâtre, puis on applaudit beaucoup au théâtre. Exact. Peut-être que vous ne connaissiez pas l'œuvre de Catherine, mais maintenant, je vous invite à la connaître. C'est quelqu'un, Catherine, tu es une dramaturge, tu es une autrice, mais qui travaille pour différents médias. D'abord et avant tout, le théâtre, qui est son alma mater, qui est comme son centre de gravité, mais qui, donc Catherine a aussi est allée vers d'autres formes d'art, en particulier le cinéma et la télévision. Parmi ses pièces, je peux vous donner quelques titres, mais Voiture américaine en 2006, Princesse en 2011, J'ai perdu mon mari en 2014, qui va peut-être devenir un film, mais je ne sais pas si on a le droit d'en parler. On a le droit. Donc, on a le droit. Qui va devenir un film. Fille en liberté en 2016, Babysitter en 2016, c'est peut-être pas exactement les bonnes années, des fois c'est les publications des textes et non pas les premières années des pièces. Et Deux femmes en or en 2022, que j'ai eu la chance de voir à la Licorne au mois d'avril. Et c'est... je pense que c'est la force de l'œuvre de Catherine, c'est Sacha Guitry qui disait que le théâtre doit instruire en distrayant. Et je pense que Catherine vraiment incarne très bien, non pas la figure de Sacha Guitry qui date un peu d'un autre temps, mais cette idée-là que le théâtre peut être mordant, peut être cocasse, peut être dur, peut réfléchir à des enjeux complexes, à des enjeux brûlants, mais le faire toujours avec de l'humour, avec le sourire. Et on rit beaucoup dans les pièces de Catherine. Je disais qu'elle a travaillé pour le cinéma aussi, scénariste pour La Petite Reine en 2014, pour Charlotte a du fun, qui est un excellent film de Sophie Lorrain en 2018, La déesse des mouches à feu d'Anaïs Barbeau-Lavalette, adaptation du roman de Geneviève Peterson en 2020, Babysitter en 2022 et Deux femmes en or qui s'en vient prochainement au cinéma, qui va être le prochain film de Chloé Robichaud, pas le film qui est à l'affiche présentement, mais le prochain. Et tu travailles aussi sur une adaptation d'Anne Hébert de Kamouraska qui va aller au cinéma, adaptée également par Anaïs Barbeau-Lavalette. Voilà. Et pour la télévision, Les Invisibles en 2019, Marche à l'ombre, Au secours de Béatrice, Toc 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 et La Job notamment. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé sur plusieurs projets. Oui. Mais aujourd'hui, on va parler d'abord de Babysitter. On peut ensuite ouvrir la discussion sur les rapports entre théâtre et cinéma, les rapports entre cinéma et télévision au Québec. Le but, c'est d'avoir vos questions et vos réactions sur le film. Je propose peut-être juste de commencer par une question un peu bateau, mais c'est quoi la genèse du projet Babysitter? Comment c'est arrivé dans ta vie? Donc, la pièce d'abord. Oui, la pièce. En fait, il y avait eu cette anecdote-là, c'était en 2015-2016, il y avait des gens qui s'amusaient à déranger des journalistes sportifs qui étaient en direct à la télé. Et ils venaient interrompre le moment où la fille parlait, tu sais, mettons, tout le monde sort du stade, je sais pas qui vient de gagner, puis là, la journaliste sportive est là. Et il y a un gars qui arrivait, puis son but, c'était de dire quelque chose d'extrêmement vulgaire avant que la caméra ait le temps de couper. Donc, il se retrouvait en direct devant des milliers de spectateurs à dire F her in the pussy, par exemple. C'était ça, c'était comme, c'est un petit moment qui est devenu un peu viral. Et je trouvais cette anecdote-là un peu drôle. C'est comment les gens peuvent faire quelque chose d'irréfléchi, de spontané et de prendre des mauvaises décisions dans des moments très précis de leur vie et comment leur vie, après, peut bousculer. Ce qui est arrivé à un ingénieur de Hydro One près de Toronto, qui a perdu son emploi après que Hydro One, qui est l'équivalent d'Hydro-Québec, a vu ce type-là lui, il n'a pas fait le gag, mais un coup que le gag a été fait, la journaliste sportive a confronté le groupe de jeunes hommes qui étaient là, qui étaient clairement ivres. Et elle leur a dit « Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous trouvez ça drôle? » Et là, ce gars-là, cet ingénieur chez Hydro One, a essayé de défendre le gag et il a perdu son emploi. Et là, c'est devenu... Moi, je trouvais ça intéressant, mais je ne savais pas comment l'aborder. Je ne savais pas quelle histoire raconter avec ça parce que je voulais pas... J'avais un peu de compassion pour ce type-là qui avait fait une connerie, puis en même temps, je me dis, c'est pas le héros de mon histoire. Et là, Patrick Lagacé a écrit un article dans la presse où il condamnait ce qu'il appelait une blague de viol. Je suis d'accord, on veut tous condamner les blagues de viol, mais il apportait un argument que je trouvais intéressant, qui disait qu'il ne fallait pas faire des blagues de viol, non pas parce que c'était cave de faire des blagues de viol, mais parce que fallait se rappeler que les filles avaient peur.
Et même dans son article, là, peut-être que j'en ai parlé quelques fois, peut-être que j'exagère, mais il me semble que j'exagère pas. Puis dans son article, il disait, tu sais, les filles ont toujours, presque toutes les filles ont peur tout le temps de, tu sais, de se faire agresser, puis tout ça. Puis c'est pour ça qu'il faut pas faire des blagues de viol. Mais pourquoi dans cet argumentaire-là, il fallait diminuer quelque part les filles ou parler des filles comme les mettre en position de victime alors que pour les filles, il n'y avait rien demandé dans cette histoire-là. Tu sais, on pouvait tout à fait condamner le geste du gars sans nous rappeler aux filles qu'il fallait avoir peur tout le temps ou qu'on est supposé avoir peur ou que c'est normal pour les filles d'avoir peur. Il y avait quelque chose qui m'agaçait là-dedans. Et c'est là que j'ai compris que je voulais écrire Babysitter. C'est là que je me suis dit, il y a aussi dans cette espèce de sauveur qui est le personnage de Jean-Michel, quelque chose de paternaliste qui pour moi est aussi, qui va de pair avec la blague, la mauvaise blague. Donc entre Cédric puis Jean-Michel, mon cœur balance, tu sais, dans le sens où je sais pas c'est lequel des deux qui est le pire. Et puis je trouvais qu'il y avait une grande matière de comédie là-dedans, de s'imaginer ces deux gars-là en conversation. Puis, ben voilà. Et là, je trouvais que c'était encore mieux si finalement la femme de Jean-Michel était enceinte, puis que plutôt que de l'aider avec le bébé, ben il faisait une grande démarche intérieure pour régler son problème de misogynie, tandis que sa blonde, elle aurait besoin d'un petit coup de main à changer des couches, mais il est vraiment trop occupé à faire son introspection. Fait que voilà comment la pièce est née. Et, bon Dieu, je pourrais vraiment parler pendant des heures, mais je vais m'arrêter bientôt. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand j'ai écrit la pièce, c'était en 2016. Et je le présentais comme une comédie féministe, tout ça, où on réfléchissait aux enjeux féministes. Puis on a tourné le film en 2020 et entre les deux, ça a beaucoup changé. Les choses ont beaucoup changé. Puis tout d'un coup, le niveau de tolérance, et je suis d'accord, je veux dire, le niveau de tolérance par rapport à tout ce qui était culture du viol, avait énormément changé. Puis c'est pour ça que le film, je pense, Monia a senti le besoin d'être beaucoup plus dur avec les personnages masculins que moi, je l'étais dans la pièce de théâtre. Il y avait, on dirait que pour être en phase avec notre époque, ça avait tellement changé entre 2016 et 2020 qu'il fallait avoir une réponse plus dure, une réponse plus forte, alors que moi, je m'amusais dans les zones de gris, puis je voulais juste venir un peu mettre le trouble chez les personnages que je jugeais paternalistes. Là, elle était rendue au point où, non, on va leur répondre plus fort. Et donc, dans le film, il y a des scènes beaucoup plus dures que dans la pièce qui était vraiment une comédie un peu plus innocente en apparence. Est-ce que tu penses que c'est propre, cette dureté-là, est-ce que tu penses que c'est juste propre à l'époque ou c'est aussi propre au médium, le fait qu'au cinéma, ça doit peut-être être plus punché ou juste un horizon d'attente différent entre la scène et l'écran? Ou ça vient vraiment... Non, je pense qu'il y avait quelque chose, tu sais, parce qu'on a beaucoup réfléchi à un moment donné, parce que bon, le truc viral, la blague virale, on dirait, qui est dans la pièce de théâtre, c'était plus à la mode. Donc, mais ce qui se passait, c'était les baisers non sollicités. Il y en avait eu un à Hochelaga, il y en avait eu, tu sais, comme il y en a eu beaucoup en France, puis comme c'était une coproduction avec la France aussi. Fait qu'à un moment donné, c'était un baiser sur la bouche même. Puis là, on a fait, hey, ça va beaucoup trop loin, le baiser sur la bouche, ça passe pas. On ne sera pas capable de ramener un capital de sympathie pour notre personnage. Donc, après ça, on est allé au baiser sur la joue. Tu sais, on a vraiment... non, je pense que il y a vraiment eu un changement dans l'époque. Ce qui était acceptable, qui était plus acceptable, pour le mieux, complètement, là, mais je pense vraiment que c'est ça. Et l'idée de faire un film? Parce que c'est pas tous tes projets qui sont devenus des films. C'est-à-dire comment celui-là s'est transformé. Et c'est ton initiative, à la base, aussi... Bien, même de trouver la réalisatrice. Moi, oui, bien, en fait, je suis curieuse. Comme maintenant, je coproduis avec Martin Paulus qui avait fait avec moi Charlotte a du fun. C'était un peu... Il me demandait, as-tu envie de le faire? Tu sais, même avant que je rencontre Monia. Puis je sentais oui, il me semble qu'il y avait une bonne histoire pour faire une bonne comédie. Puis là, tout le monde nous disait, Monia avait fait un court-métrage à l'époque, son film, elle avait tourné son film, mais il n'était pas sorti encore. Puis tout le monde nous disait, il faudrait que tu rencontres Monia Chokri. Monia Chokri, les gens disaient, il faudrait que tu rencontres Catherine Léger. Puis que finalement, on s'est rencontrés pour un café. Puis on a parlé de différents projets. Et après, elle est allée voir Babysitter. Puis après, elle m'a dit, ou avant, je ne me souviens plus, elle m'a dit, mais c'est ça que je veux faire. Puis il faut le faire rapidement, il faut le faire maintenant. C'est en plein dans le bon temps, c'est les bons enjeux. Et là, ça a été le coup d'envoi. Puis là, après ça, elle est allée à Cannes. Fait que là, c'était comme... les choses se sont passées très vite, finalement, parce que Monia était comme devenue une cinéaste incontournable à partir de là. À Cannes pour La femme de mon frère, son oui, premier film. Exact, oui.
Et son court-métrage, Quelqu'un d'extraordinaire, Monia, c'était 2013 ou 2014. C'est ça, hein? Qui est très bon aussi, qui est vraiment très bon. La femme de mon frère 2019, Babysitter 2022 et Quelqu'un d'extraordinaire autour de 2013. Je ne sais pas s'il y a des mains levées, je vois quand même bien le fond de la salle. Vous pouvez lever la main à donc n'importe quel moment, puis sûrement pas mauvais que je fasse une pause. Donc, si d'emblée quelqu'un a une question, je scrute la salle. Sinon, on peut continuer. J'avais remarqué dans votre pièce, le personnage d'Amy s'écrit avec un accent aigu, alors que dans le film, on est sur un A. Puis le choix aussi de caster une Française, alors que dans la pièce, je présumais que c'était une Québécoise, ou du moins, il n'y avait pas nécessairement de précision par rapport à ça. Est-ce que c'était un choix peut-être de la rendre un peu plus internationale et de la dématérialiser un peu, d'en rendre un personnage plus fantomatique, plus, c'est ça, moins ancré dans peut-être le Québec, mais plus dans un... Oui, mais en fait, c'était un personnage qui était dur à défendre sur papier, dans le sens où, tu sais, c'était difficile d'accepter que c'était un personnage, justement, que à qui je voulais pas donner une grande psychologie. Tu sais, pour moi, c'était un peu comme une Mary Poppins trash, là, qui débarquait du ciel, puis qui... Tu sais, je voulais pas l'expliquer. D'ailleurs, mon éditrice chez Le Méac, parce que la pièce a été publiée, c'est comme ça que vous l'avez trouvée, mais elle avait beaucoup de difficulté à saisir le personnage. Puis à un moment donné, elle a vu la pièce, puis elle a fait « Ah, OK, je comprends. Là, j'ai compris. » Mais donc, l'idée qu'elle avait quelque chose qu'elle venait de loin, ça la rendait encore plus insaisissable. Et dans la pièce, c'est Victoria Diamond, que vous avez peut-être vu dans le film Ligne de fuite, qui est une actrice formidable, mais qui vient d'Halifax, je crois, et on a fait une audition pour ce rôle-là. On avait déjà Isabelle Brouillette, David... Steve Laplante et David Boutin. Et il était déjà là, mais on cherchait la babysitter, puis on a fait des auditions. Puis quand elle est arrivée, elle était spectaculaire, ça fonctionnait super bien, puis elle avait aussi un accent. Donc, ça lui donnait quelque chose d'exotique, quelque chose d'insaisissable. Elle pouvait raconter qu'elle venait de n'importe où, finalement. Elle pouvait, tu sais, c'était pas une fille qui, ah oui, j'ai grandi Sarah à côté, tu connais peut-être mon cousin puis ma tante, là. Tu sais, c'était vraiment... et donc, ça fonctionnait bien pour le personnage. Et donc, c'était clair à partir de ce moment-là que, avec le succès que Monia avait eu en France, c'est sûr que mon producteur, il voulait positionner le film en France, donc on l'a fait en coproduction française. Donc, on a eu Nadia Tereskevitz, qui est une actrice qui a gagné le César de la relève, ou je ne me souviens plus comment ça s'appelle en France, puis qui est dans le... c'est une star montante en France. Je pense qu'aujourd'hui, on essaierait d'avoir Nadia, puis on ne serait pas capable. Donc, tu sais, ça vraiment... ça nous a bien servi, puis ça servait l'histoire. C'était pas artificiel comme choix. Ce personnage-là, oui, qui incarne une forme d'altérité, finalement, ça peut être... parce que l'idée, dans le film, elle se compare à Brigitte Bardot, mais dans la pièce, c'est... C'est Scarlett Johansson, mais c'est comment dire, Victoria Diamond, sérieux, c'est une actrice à découvrir. Elle ressemble vraiment à Scarlett Johansson, puis on faisait des blagues là-dessus, puis j'ai dit, est-ce que c'est correct si je le mets dans la pièce? T'sais, vraiment, j'ai écrit le personnage. Quand on faisait les auditions, la pièce n'était pas terminée. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, puis fait qu'on est allé vers Brigitte Bardot pour Nadia. Dans la pièce, d'ailleurs, la présentatrice, la journaliste, c'est la voix. Donc, c'est pas un personnage qu'on voit sur scène, mais c'est la voix de Chantal Maccabé, qui était à RDS avant. Je sais pas si... Oui, bien, on la voit moins, Chantal Maccabé, depuis qu'elle est en charge des communications chez les Canadiens de Montréal, mais pendant des années, Chantal Maccabé, c'était la voix des Canadiens, là, pour les gens qui aiment le hockey. Puis on est allé la voir, puis on lui a expliqué le projet, puis elle a embarqué avec nous. On est allé à RDS, on a enregistré sa voix, elle a été super, vraiment. Puis c'est quelque chose aussi que, tu sais, à l'époque, mais justement, dans la pièce, on était plus près là, de ces agressions que peuvent vivre les journalistes sportifs, mais c'est quelque chose qu'elle vivait aussi, l'espèce de misogynie, de messages haineux, qui fait qu'elle était contente de participer au projet. Pendant longtemps, c'était la seule journaliste femme dans tout l'écosystème québécois. Donc, maintenant, il y en a plus, heureusement. Mais, et c'était une main levée? Non? Je n'étais pas sûr. C'était quelqu'un qui s'est gratté la tête. Je me demandais, pour la durée de la pièce, c'est à peu près similaire au film, finalement. Donc, la pièce devait faire à peu près 90 minutes. Oui. Donc, j'imagine que l'exercice de transposition d'un média vers l'autre, c'est quand même plus aisé, toi qui as adapté puis qui adapte encore des romans,
Donc, passer de Kamouraska pour en faire un scénario de 2 heures versus prendre une pièce de théâtre pour en faire le scénario d'un film, j'imagine que le processus est plus simple, mais sans doute pas tant que ça non plus. Non. C'est quoi les dangers? Peut-être nous parler un peu de ce processus. Oui, non, c'est super intéressant. J'avais jamais mis en parallèle les deux. En fait, la différence, c'est que quand tu prends une pièce de théâtre, elle a beau durer 1h30, tu as quand même 20 scènes au total dans une pièce de théâtre. Un scénario, c'est un scénario d'1h30, bien, selon ton budget, là, évidemment, mais tu sais, tu vas avoir quoi, 100, 115 scènes. Fait que le roman te permet beaucoup plus d'aller chercher ces scènes-là. Si tu prends, mettons, un roman, puis tu l'adaptes direct, puis tu prends une pièce de théâtre, tu l'adaptes direct, tu vas avoir plus de possibilités de scènes dans ton roman que dans ta pièce de théâtre qui est comme... On dirait que toute la matière est dite. Et c'est un piège. Et il faut après ça faire du ménage entre les scènes qui sont vraiment des scènes qui méritent de rester des scènes dialoguées et des scènes qui devraient être plus visuelles, plus incarnées dans une trame. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment un piège. C'est comme... c'est des faux amis, les scènes de théâtre, en fait. Il faut vraiment se méfier. Puis dans Babysitter, si j'avais à le refaire, il y a une scène que je trouve qui fonctionnait super bien au théâtre puis qui ne fonctionne pas dans le film. Je vais vous le dire, comme ça, vous allez être moins gênés de poser des questions après. Le film a des défauts. Faut pas je suis prête à en parler. Mais la scène, c'est quand ils reviennent puis ils sont tous contents parce qu'ils ont eu le deal d'édition. Puis là, il se passe beaucoup de choses dans cette scène-là. Et ils apprennent que Amy, elle faisait des grandeurs nature, puis qu'elle était comme... elle jouait une prostituée à Bicoline. Tu sais, il se passe beaucoup de scènes. C'était la scène qui fonctionnait le mieux au théâtre. C'était une scène, les gens riaient, la blague où Jean-Michel il est scandalisé de savoir que les gars sont allés là, qui ont payé une fille pour avoir des services sexuels, puis là, ils sont comme t'as payé avec des écus, mais combien ça vaut des écus? Puis ils disent, on n'est pas au Moyen-Âge, ça vaut rien, calisse des écus. Bien ça, c'était le plus gros rire. Et là, fait que quand je suis arrivée, puis j'ai voulu écrire le scénario du film, j'ai pas été capable de faire le deuil de cette scène-là, parce que je me dis, ça marchait, je vais pas aller jouer là-dedans. Mais en fait, il y a beaucoup trop d'informations dans cette scène-là, puis les punchs, ils rentrent pas. Puis c'est pas à cause de la réalisation, c'est vraiment à cause... Il aurait fallu que je divise ça. Il aurait fallu que, si je voulais garder cette information-là, que la babysitter avait existé avant, avait un passé, puis qu'on découvrait son passé, puis que ça servait à nourrir Jean-Michel qui se disait elle a une sexualité problématique, donc elle a été victime d'abus sexuels, donc il faut que je la sauve. C'était quand même un élément important. Il aurait fallu que je fasse mieux mon travail puis que je développe cette trame-là différemment. Ça sert à rien. Je n'ai pas trouvé la solution encore, mais ce soir, avant de me coucher, je vais trouver. On va le faire ensemble. Oui, on pourrait. Ce serait un bon exercice, en fait. Comment on répare cette trame-là dans le film? La durée du film, c'était d'emblée déterminé que ça allait faire 1h30, justement, ou il y aurait pu avoir des... Est-ce qu'il y avait plusieurs variantes du scénario où ça aurait pu être plus long, ou c'était d'emblée à peu près la forme... Mais en fait, ça, c'est toujours lié au budget. Hein? C'est vraiment comme... Tu sais, tu peux pas avoir... Si tu as 150 pages à tourner puis que tu as juste tant d'argent, mais tu y arriveras pas. Fait qu'éventuellement, c'est pas pour rien qu'on a des films assez standards, assez courts au Québec. C'est juste parce qu'avec les budgets qu'on a, on préfère faire des films moins longs puis avoir des meilleures scènes que d'essayer de tourner beaucoup de matière puis... finalement, on n'a pas nécessairement les moyens là, de faire des épopées de 2h30. Puis, surtout en comédie, tu as besoin de tourner plusieurs fois tes scènes. Il faut que tu aies le temps d'aller chercher ton punch, il faut que tu aies le temps d'aller chercher ta matière comique. Fait que c'est sûr que tu ne pouvais pas arriver avec un scénario de 150 pages. Là. Fait que c'est plus ça qui explique. Mais souvent, c'est difficile à évaluer. La durée. C'est comme là, par exemple, je pense que La déesse des mouches à feu, ça a été spectaculaire à quel point on a coupé juste avant pour la version de tournage parce que les scènes coûtaient cher, parce que... Puis là, fait que Babysitter, ça n'a pas été si pire que ça. On n'a pas coupé tant que ça, mais je te dirais qu'on a tourné ce qu'on a été capable de tourner. Ça a bien fonctionné. Oui? Et une fois que, justement, vous avez terminé d'écrire votre scénario adapté, est-ce que vous êtes encore dans le processus de création pendant le tournage? Est-ce que vous êtes présente? Je suis aussi coproductrice, donc en général, je peux être là. J'aime beaucoup faire partie des discussions où on se dit, bon, ben il nous manque, comme
juste très concrètement, là, je viens de le vivre sur Deux femmes en or parce qu'on tourne en janvier. La première assistante réelle, elle nous a dit, bien là, en ce moment, on a 35 jours de tournage, il faut le ramener à 32 jours. Voici cette scène-là. Je ne sais pas pourquoi j'aime les scènes de sport. On allait encore au Centre Bell. Cette scène-là, bien, ça nous prend 3 jours, c'est trop, on peut pas se permettre ça. Donc, il faut que tu coupes, il faut que tu ramènes. Et ça, c'est des discussions sur certains projets. C'est le réalisateur qui va le faire avec le premier assistant réel. Puis moi, comme productrice, mais aussi comme scénariste, je commence quand même à avoir... j'ai écrit une couple de pages dans ma vie, tu sais, fait que j'aime ça être là parce que je pense que je peux contribuer, je peux trouver des solutions. Fait que ça, c'est une étape où j'aime faire les coupures moi-même, puis j'aime être présente. Sur les plateaux de tournage, c'est tellement intense, les plateaux de tournage. Tout se passe dans l'urgence, tout se passe... que j'ai toujours l'impression d'être dans les jambes, puis... fait que je suis pas... j'avoue que je suis pas très utile sur un plateau. À moins que tout d'un coup, il m'appelle, tu sais, comme... Pour la déesse des mouches à feu, c'est arrivé plus que... Anaïs a décidé, comme après avoir tourné des scènes, elle a dit je pense que je changerais la fin, puis là, elle m'appelle, puis là, je participe, mais sur le plateau comme tel, quand la machine est partie, la machine roule, puis c'est vraiment intense. Donc, mais c'est le fun, là. C'est pas scénariste, nécessairement. Ben, non, mais c'est parce que t'as pas le temps, t'as plus le temps de faire des changements au scénario. Il faut que ton scénario soit béton, t'as plus le temps... Fait que donc, puis c'est le réalisateur qu'il faut tu sais, puis le réalisateur, ça ne tente pas d'avoir une scénariste en arrière qui regarde par-dessus son épaule non plus, là, tu sais, il faut que tu laisses aller, là, puis ça, j'imagine qu'on va en parler un peu, mais c'est sûr que moi, quand j'écris un scénario, puis je travaille quelques années sur un scénario, pas à temps plein, je travaille sur différents projets en même temps, c'est sûr que j'ai une vision de scénario, puis à un moment donné, il faut que la réalisatrice arrive, puis qu'elle fasse, ben non, mais moi, c'est là que je m'en vais. Elle ne peut pas m'avoir dans ses jambes à un moment donné. Ça, je l'ai compris, là, mais voilà. On ne peut pas tout contrôler. Je pense que Monia avait une vision très, très forte où pour elle, justement, comme j'ai mentionné plus tôt, tu sais, on était à une autre époque. Fait que pour elle, ce qu'elle ressentait quand elle a tourné, c'était quelque chose qui était plus lié à l'horreur. Elle est allée chercher beaucoup de références au cinéma d'horreur, que c'est pas un cinéma, moi, que j'ai beaucoup regardé. Donc, c'est vraiment la signature de Monia est très, très forte. C'est très cohérent, c'est très beau. Je suis impressionnée par ce qu'elle a fait. Mais c'est sûr que c'était pas ce que j'avais en tête quand j'ai écrit le scénario. Moi, c'était vraiment plus classique, mon affaire. C'était vraiment plus une comédie, comme on avait fait au théâtre. C'était comme... C'est drôle parce qu'au théâtre, on a réussi, on l'a fait à la Licorne, mais on a fait une pièce grand public. Au départ, on devait jouer à la Licorne 3 semaines. Et finalement, on a joué 6 semaines, puis on a fait on a fait une tournée, puis on a fait, je pense, 35 villes. Ça a été vraiment une pièce qui a bien fonctionné et qui était considérée comme un succès populaire. Même la critique dans Le Devoir, c'était du vrai théâtre populaire. C'était comme... C'est ça. Donc, puis là, avec la signature de Monia, tout d'un coup, le film est devenu plus un film de cinéphile, plus un film de genre. C'était pas... On n'a pas... c'est ça, on a fait des festivals, ce que je pensais pas nécessairement qu'on allait faire, quoique Monia fait systématiquement des festivals, donc avec le recul, c'est pas une surprise. Mais moi, quand j'écrivais, je voyais vraiment plus une comédie populaire. Hein. Fait que c'est un mariage heureux au final, mais qui a été un peu surprenant. Mais même à lire tes pièces et à regarder ton théâtre, c'est quand même un théâtre axé beaucoup sur le dialogue. C'est très snappy. Puis c'est pas un théâtre, comment dire, des fois on lit des pièces et il y a vraiment une mise en scène qui est tout intégrée, il y a comme une sorte de vision, alors que toi c'est plus axé sur le dialogue. Oui. Et pour le coup, tu l'as dit, le film de Monia Chokri, puis je sais pas si vous avez ressenti ça aussi en le voyant, mais c'est vraiment un film pour cinéphiles qui travaille les codes du cinéma, en particulier le cinéma d'horreur. Je ne sais plus comment elle disait ça. Elle disait, je veux reprendre les différents genres au cinéma qui malmènent les femmes pour reprendre ces codes-là, puis les revirer de bord et intégrer ça dans une comédie. Mais ce qui donne quand même un mariage qui est très intéressant dans le film, et je ne sais pas comment tu l'as accepté d'emblée, mais c'est vraiment... On sent tout à fait ton œuvre et ta proposition esthétique, on sent ton discours, on sent ta satire médiatique, mais on sent ce travail-là très, très esthète, presque niché un peu, donc de Monia, de travailler, puis d'amener le côté, le terme n'est pas si bon, mais un peu surréaliste qu'il y a dans le film, qui était déjà dans La femme de mon frère, le côté conte, rêve. À quel point, quand tu as vu ça pour la première fois, tu as été surprise, ou comment ça s'est négocié, parce que j'imagine pour le coup... il y a quand même des échanges là-dessus sur vos deux visions de la même œuvre.
Ou il a laissé aller, peut-être? Non, en fait, à un moment donné, c'est ça, je dis, quand la machine est partie, la machine était partie, puis je pense que Monia n'a pas risqué mais ceci dit, elle avait quand même dit qu'elle voyait un film là, comme Sacred Deer. C'est quoi ce film? Oui. The Killing of a Sacred Deer. Tu sais, c'était dans ses références, mais j'avais pas cet imaginaire-là, j'étais pas capable d'imaginer qu'est-ce que ça allait être, donc j'ai quand même eu des surprises, mais comme je pense qu'elle maîtrisait ce qu'elle faisait. C'était très maîtrisé, mais quand la machine est partie, là, il y avait pas... j'ai pas pu ni voulu intervenir de toute façon. Elle savait très, très bien où elle s'en allait, puis il fallait la laisser aller. À quel film tu aurais plus comparé ça? Si tu avais... Non, mais moi, j'ai pas un imaginaire visuel. Moi, je suis vraiment, comme tu dis, une fille de dialogue, une fille de... Mais mettons, quel film tu avais en tête? C'est-à-dire pour qu'est-ce que ça aurait pu être Babysitter au cinéma dans ta vision? Je dirais pas plus classique, là, mais tu sembles un peu dire ça en même temps. Non, mais c'est comme, mettons, un film de Judd Apatow, par exemple, qui était comme une comédie, avec des personnages, des personnages sympathiques qui font des gaffes. Il y avait quelque chose, pour moi, c'est ce que je voyais quand j'écrivais. Alors, on s'entend qu'on n'est pas là, on est complètement ailleurs. Mais cette comédie-là, que j'aurais vue et que j'imaginais en écrivant, elle se serait pas rendue. On a quand même fait Sundance et Tribeca avec Babysitter. Je pense qu'une comédie populaire québécoise aurait peut-être eu plus de gens dans les salles, mais on se serait pas rendu dans ces festivals-là. Fait que le destin du film, il reste, c'est très précieux. Là. Je suis ravie là, d'être de ce que le film, de où le film s'est rendu. C'est un film qui divise aussi. Si vous allez voir sur Rotten Tomatoes, il y a des gens qui défendent le film, qui adorent le film, puis il y a des gens qui ont une réaction très, très épidermique au film. Donc, on est vraiment... Tu veux qu'on fasse un test? Un test? Un sondage? J'ai un peu peur. On va le faire à la fin de la conversation. C'est bon. Mais par contre, ce qu'on peut sonder, c'est peut-être, puis t'as ouvert la porte, la question de l'humour. C'est-à-dire, tu semblais dire que certaines scènes, une en particulier, fonctionnent mieux au théâtre, fait plus rire. Donc, et de manière générale, c'est clair que le théâtre et le cinéma n'ont pas le même genre d'humour. C'est pas la même façon de le travailler. Peut-être une question qui m'intéresse. Qui ça fait rire? Est-ce que donc j'étais pas là pendant la projection, mais qui a ri pendant le film? Quand même. C'est un grand succès. Donc tout le monde rit. Mais donc de quoi on rit dans le film? Donc qu'est-ce qui vous fait rire? Oui. J'ai trouvé qu'il y avait différents types d'humour. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour de contexte, en fait. Puis il y avait aussi, des fois, j'aimais les certaines critiques qui étaient portées à des situations ou des gestes que des gens qu'on peut connaître, en fait, qu'on vit. Surtout comme en tant que film québécois, que peut-être dans une comédie plus internationale, on aurait moins été porté de... C'était plus personnel sur le plan de l'origine, en fait, c'est ça, sur les jokes, sur le concept, sur les lieux. Je trouvais que c'était de quoi que je m'identifiais plus, puis qui venait plus me chercher. Ah oui, mais puis les références, toutes les références culturelles, puis le... Ouais, en général. Oui, oui. Non, mais ça a été... On les a changés. On n'a pas gardé les mêmes que dans la pièce parce que, on était 4 ans plus tard, puis aussi, c'est comme on visait la France, tu sais, on avait une sortie, on a eu une belle sortie en France aussi. On a essayé de prendre des références plus universelles. Mais c'est bien aussi quand on regarde la comédie dans le contexte québécois, je pense que c'est encore là, la signature de Monia, c'est assez unique. Là. On n'en a pas beaucoup des exemples de films comme ça dans le cinéma québécois. Tu sais, on a comme l'espèce des films très durs de région, là, que ça joue rough en région, ou des comédies plus sur des gens qui enterrent leurs parents. Ça, on en a eu beaucoup dans les dernières années. Mais fait que je pense aussi la place que ce film-là a dans le paysage québécois, je suis vraiment contente de ça. Puis ça aussi, c'est grâce à la signature de Monia. Là. Qui, en même temps, côté visuel, a une forme d'américanité dans le film, qui était sûrement pas exploitée ou pas si présente dans la pièce, j'imagine. Ça, c'est vraiment plus quelque chose qui s'ajoute, justement, mais c'est tout le Americana qui est très présent, donc Pleasantville. Oui. Je pense que c'est des références assez assumées. Oui.
Il y a un côté aussi très décalé dans l'univers de Monia c'est comme si elle l'a décalé dès le départ. On est dans un univers décalé, alors que, tu sais, au théâtre, tout était normal jusqu'à temps que la babysitter arrive. C'est là que les choses commençaient à dégénérer aussi. Donc, tu sais, elle a choisi de prendre cet univers-là puis de le placer dans un univers décalé déjà, qui donne un effet de surenchère, je pense, qui fonctionne assez bien. Le début du film est assez manifeste là-dessus, avec le combat et tout. Ouais. Je pense même pour celles et ceux qui ont vu La femme de mon frère, il y avait déjà eu des critiques sur la rapidité du montage dans La femme de mon frère, qui est assez... C'est pas un cinéma qui nous prend par la main, vraiment. Le cinéma de Monia, c'est quand même une expérience qui est assez demandante. Et il faut embarquer ou non. Et c'est comme si elle avait lu toutes ces critiques-là pour La femme de mon frère, puis elle s'est dit, on va monter ça encore à la puissance 10. Et le début de Babysitter est vraiment... On est dans une sorte d'hystérie totale. Je pense que c'est elle qui disait ça, je ne sais pas si c'est toi qui... Vous en avez discuté, mais elle disait cet événement-là, donc au début du film, Cédric avec ses collègues qui va voir un événement sportif. Selon Monia, c'était entre autres justifier cette hystérie-là parce que ce serait sa première sortie depuis qu'il est nouveau papa. Donc, et que c'était comme une sorte de retour dans un monde différent. Je me demandais est-ce que ça venait de toi ou est-ce que ça vient d'elle? Ça fait partie des petits ajouts. Non, mais je l'avais jamais vu comme ça, mais effectivement, c'est sûr que le fait que c'est des nouveaux parents, c'est important dans le film. Moi, ce que j'aime aussi, c'est ça, c'est de sentir cette expérience-là qui était très propice à faire à prendre une mauvaise décision, ce qu'il fait en bout de ligne. Fait que je souhaitais qu'on soit fâché contre lui, mais qu'on ait un peu de compassion quand même, qu'on le comprenne, parce que sinon, je trouve ça difficile de maintenir comme les nuances tout au long du film si on n'a pas l'impression que il a fait cette gaffe-là, puis pourquoi il a fait ça, mais je comprends le contexte dans lequel il l'a fait. Je voulais qu'on parte de là pour qu'on puisse aller après ça s'amuser un peu. Fait qu'effectivement, en plus, si c'est la première fois qu'il sort après avoir eu un bébé, on s'entend que la bière frappe plus fort, peut-être. Oui, puis l'espèce de quand on est avec des poupons, c'est comme une sorte de temps qui flotte et c'est pas la même chose qu'être en public dans un événement, donc ce contraste-là. Oui, donc tu as parlé donc Cédric peut pas juste être un personnage détestable, il faut qu'il y ait une ambiguïté chez lui et il faut qu'on se rattache. Et est-ce que tu avais eu un regard sur le casting, notamment, parce que c'est pas les mêmes comédiens au théâtre qu'au cinéma, pourtant... Les comédiens dans la pièce ont joué au cinéma aussi ou à la télé, mais Patrick Yvon, quand bien, je ne sais pas si tu es d'accord, mais avec oui, complètement. Donc c'est dur de ne pas aimer quand même un peu Patrick Yvon dans l'absolu, peu importe le personnage qu'il joue. Et si on était juste contre Cédric, le film serait moins intéressant alors je ne dirais pas qu'on chemine avec lui, mais donc on le voit faire des erreurs, essayer de se rattraper, plus être sûr de lui-même qu'est-ce qu'il est. Mais donc la question des comédiens, est-ce que ça a été... Ou encore une fois, ça t'appartient pas, puis c'est une machine qui avance? Ben non, ça, en fait, c'est sûr qu'on en a parlé, surtout quand tu as un casting. Si on avait comme 4 personnages importants à caster, c'est sûr qu'on en a parlé. L'idée que Monia joue dans le film est venue de mon coproducteur. Ça fonctionnait. Je trouvais que ça était parfaite pour le rôle, j'étais d'accord. Mais ça venait pas d'elle. Elle a été un peu surprise même. Elle se demandait si elle voulait prendre les 2 chapeaux. Puis après ça, ben Steve, qui avait joué dans la pièce, elle avait vu Steve, elle voulait retravailler avec Steve. Puis, mais en même temps, il faut aussi que ça soit un autre objet, tu sais, comme pour les réalisateurs. On a vécu la même chose un peu sur 2 femmes en or. Quand le réalisateur arrive, ben il veut se le réapproprier, puis il refait son casting, la réalisatrice dans ce cas-ci. Fait que c'est sûr que je trouvais que le casting était bon, puis oui, c'est important. Tu sais, je veux qu'on ait de la compassion. J'ai de la compassion pour mes personnages. C'est très rare, mais je me souviens pas d'avoir travaillé avec des personnages que je trouvais détestables. Tu sais, dans de la comédie comme ça, je veux pas avoir des vrais méchants. Tu sais, je fais pas des films de super-héros où il y a un méchant puis un gentil. Tu sais, je veux aller dans la nuance. Puis Jean-Michel, qui a beaucoup de défauts, qui a certainement plus de défauts que de qualités, je pense que je l'aime plus. Tu sais, des fois, j'entendais Steve Laplante en parler en entrevue, puis j'étais comme, oh mon Dieu, il est dur avec son personnage. Il adorait jouer le personnage, mais quand il en parlait, il était comme vraiment critique du personnage, pas de la façon qu'il était construit, mais de son essence.
Alors que moi, j'ai quand même de la compassion pour Jean-Michel. Tu sais, je sens la douleur derrière cette espèce de ce côté malhabile ou ce côté son besoin d'être le sauveur, d'être... Donc, quand je l'écris, j'écris avec la compassion pour mes personnages. Et je pense que le casting fonctionne aussi. Tu sais, même si Steve était critique envers le personnage, je pense que quand il joue, on l'aime. Il est attachant, du moins peut-être. Je sais pas, je serais curieuse de vous entendre, mais pour moi, c'est important de pouvoir aller jouer dans des trucs nuancés. Ça prend de la compassion. C'est sûr de ne pas aimer Steve Laplante aussi. C'est très difficile. Mais oui, donc, est-ce que vous avez de la compassion pour ces personnages-là ou vous êtes seulement critique? C'est un peu une drôle de question, je suis d'accord. Est-ce que quelqu'un a un commentaire sur les personnages dans le film? Tiens, on peut y aller comme ça, au fond. Moi, je trouve qu'ils sont pitoyables. Comme moi, on peut... Ben oui, c'est ça, mais ils sont pas haïssables, mais ils sont pitoyables, ils font pitié. Je sais pas, ils sont maladroits, comme vous aviez dit. La maladresse des personnages, ça fait partie de la comédie et du drame de l'histoire. Oui. Oui. En fait, s'il était purement méchant dès le départ, je pense qu'on n'aurait pas pu faire le film de la même façon. Il n'y aurait pas eu de comédie, il n'y aurait pas, en fait... Je pense que sa rédemption, ou l'échec de sa rédemption n'aurait pas été drôle, là, parce que c'est ça, en fait. C'est comme s'il fait un grand détour pour plutôt que de s'excuser simplement, il fait un énorme détour, puis c'est ce détour-là qui porte le film d'une certaine façon. Mais les deux personnages aussi sont pas sur des trajectoires similaires, c'est-à-dire la première scène avec Jean-Michel, à la rigueur, on ne sait pas encore où est-ce que ça va aller, puis on pourrait tout comme être un peu d'accord avec lui ou voir qu'il est comme bien intentionné, mais après ça, plus ça avance, plus son ego embarque et plus on comprend à quel point c'est problématique cette espèce d'idée de vouloir être le sauveur, alors que dans le cas de Cédric, au début du film, il commet déjà le geste, fait qu'on est déjà confronté à ça, puis ensuite, dans le fond, c'est deux trajectoires assez différentes et peut-être qu'ils se rencontrent pendant un certain moment dans le film, mais ensuite ils continuent chacun de leur côté. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais par ailleurs, ça? Imaginer, parce que donc, tu parles de tes personnages, l'idée que tu vis avec eux, que tu ne serais pas capable de juste vivre avec des personnages méchants parce que ce ne serait pas agréable à écrire. Est-ce que tu es le genre d'autrice qui leur imagine un avant et un après, ou ça, c'est pas quelque chose qui est intéressant, ou ils vivent juste dans le moment de la pièce du film? C'est une bonne question. J'avais tout un historique avec le personnage de Jean-Michel, en tout cas, où il y avait eu une relation avec une fille qui avait été victime d'agression, puis qu'il portait comme il trouvait qu'il y avait... Quand cette relation-là a échoué, il a mal lu cette information-là, puis il portait ça encore, puis il y a eu des versions où c'était assez présent dans le film, mais j'imagine pas la suite, en tout cas. J'imagine beaucoup le avant, mais pas le après. Ça, c'est... oui. Puis c'est drôle parce qu'on parle beaucoup des personnages masculins, parce que c'est comme eux qui portent l'anecdote. Mais en bout de ligne, le film, c'est beaucoup le film de Nadine. On a presque pas parlé de Nadine, mais c'est elle le personnage principal, d'une certaine façon. Puis c'est un personnage qui vit une transformation comme un peu passive. Fait que c'est vrai que c'est peut-être, on a tendance à parler des gars toujours en premier à chaque fois qu'on en parle, mais bref, Nadine, c'est son film à elle, d'une certaine façon. Dans le film, elle est plus... C'est comme un personnage un peu fantomatique dans le film aussi. Je sais pas si... Je pense que c'est accentué à l'écran versus dans la pièce, mais comment Chokri joue Nadine, c'est comme je sais pas si vous partagez, mais c'est comme un mélange assez bizarre entre un fantôme et un personnage un peu slapstick à la Charlie Chaplin. Donc c'est à la fois un jeu très, très physique, un peu burlesque, slapstick, mais en même temps beaucoup de plans où elle est comme toujours un peu à l'extérieur, comme si... Et je pense que Monia Chokri disait, c'est un peu, puis je sais pas si elle a raison, mais c'est un peu ton regard à toi sur... Donc c'est comme si elle n'était pas dans la même action que les autres personnages et qu'elle les regardait un peu comme une dramaturge pourrait les regarder. Oui, c'est intéressant. Mais c'est aussi... on a beaucoup d'idées, là, les humains, peut-être les dramaturges en particulier. Puis à un moment donné, tu as un bébé. J'en ai eu 2. J'ai écrit Baby Star, la pièce, alors que mon deuxième avait 5-6 mois. Et d'un coup, ta vie devient hyper concrète. Oui. Puis j'ai pas fait de postpartum, mais c'est vrai que cet enfant-là dormait pas beaucoup.
Jacques, je t'aime, mais tu dormais vraiment pas beaucoup. Puis j'allais le promener en auto à 4 heures du matin parce qu'il dormait pas. Tu sais, fait que la première scène, là, quand... Ça, c'est moi. Là. Puis là, j'y repense, je me dis, mais qu'est-ce que je faisais à conduire une voiture dans l'état dans lequel j'étais? J'avais tellement peu dormi, C'était pas une bonne idée. Mais tu sais, j'avais pas de postpartum, mais en même temps, je reconnais que cet état-là, où tu viens d'avoir un enfant, où tu dors presque pas, où tout d'un coup... J'avais pas beaucoup d'opinions sur le féminisme, en fait, alors que j'en ai eu dans ma vie avant et j'en ai eu après, mais ces années-là, où j'avais des nouveaux-nés, j'étais comme vraiment juste en train de changer des couches. Puis c'était très concret. Fait que c'est un choc pour quelqu'un qui a eu le loisir de dire, OK, ma job, c'est que je m'assois devant un ordinateur au Second Cup puis j'écris des textes. Là, c'était vraiment un choc de tout d'un coup. C'est dépossédant. Puis je pense que c'était ça le personnage de Nadine. C'était de dire, c'est quoi, c'est bien beau le féminisme, c'est bien beau toutes ces idées-là, mais finalement, c'est encore un choc d'avoir un bébé, c'est encore un choc de tout mettre de côté puis de t'occuper d'un autre être humain, puis c'est beau aussi en même temps, mais c'est dur sur le couple. Et là, fait que c'est ça ce personnage-là qui les regarde, puis mais c'est un beau loisir finalement qu'ils ont de se questionner sur leur misogynie, puis de se questionner. Puis tu sais, quand elle est fâchée, quand elle poursuit dans le bois, ça, c'est une scène... Ça, pour moi, c'est comme déroutant, en fait, parce que dans la pièce, c'était une scène qui était drôle. Et dans le film, c'est une scène qui est violente. Elle agresse et c'est comme, OK, on va loin, tu sais, on dit quelque chose là-dedans. Là. Il y a comme un sentiment, un désir de vengeance, d'une certaine façon, qui est un peu étonnant, mais ce qu'elle lui dit, c'est comme, on s'en fout. Tu sais, on n'a pas envie de te prendre par la main pour que tu répares ton rapport aux femmes. Tu sais, il y a comme... Et ça, pour moi, c'est vraiment la thèse du film. C'est qu'elle est tellement occupée avec son bébé qu'elle, finalement, elle n'a pas le temps de le prendre par la main. Elle n'a pas le temps de prendre son chum par la main. Fait que la thèse féministe du film est un peu là aussi. Et c'est pour ça, pour moi, que Nadine est le personnage principal. C'était long, hein? Oui, il y a des questions, oui. Mais justement, moi, je voulais mieux comprendre la relation que vous vouliez donner entre Nadine et Amy. Est-ce que c'était de l'amitié? Est-ce qu'il y avait pas vraiment de l'amour? Ou est-ce que c'était plus une sorte de compréhension de femme à femme? Ou alors est-ce que c'était, comme vous disiez, une Mary Poppins tombée du ciel qui lui ouvre les yeux tout d'un coup? Oui, en fait, c'est ça. C'est comme si elle vient puis elle veut réparer Amy elle veut réparer Nadine par le jeu, puis par le jeu de rôle, puis par le... Et ça, c'est vraiment... je voulais qu'elle incarne, c'est comme tout... Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, si on regarde sur les sites porno, où il y a beaucoup de fantasmes où les filles qui sont en position de prendre soin sont sexualisées. Tu sais, les infirmières, les secrétaires, tu sais, il y a quelque chose de même... et donc, j'avais envie d'aller jouer dans cet imaginaire-là de pourquoi... Pourquoi? C'est quoi ce rapport-là? Puis pourquoi? C'est quoi ce rapport de force-là où on a besoin de dominer la personne qui vient nous aider? Puis il y avait quelque chose là-dedans qui est encore un peu nébuleux, mais que je suis assez contente d'avoir exploré la façon dont on le fait. C'est-à-dire, c'est un jeu et Nadine retrouve de la force à travers cette transformation-là qui est basée sur le fait qu'elle n'est plus toute seule, puis il y a quelqu'un pour l'aider. Fait que et la babysitter, elle incarne ces fantasmes-là, puis c'est comme si elle est prête à dire, ben OK, je vais te révéler tes désirs inconscients, qui poussés le plus loin que ça va, c'est dans la scène avec Jean-Michel, où elle dit à Jean-Michel, ah, mais ce que tu veux, c'est sauver quelqu'un, puis là, elle est prête, elle lui raconte une histoire où elle a besoin d'être sauvée, pour qu'il se rende compte à quel point son fantasme est un peu débile. Mais avec Nadine, on sent qu'elle a plus d'affection pour Nadine, puis elle veut vraiment sauver Nadine. Et après ça, elle disparaît. Donc, c'est vraiment la Mary Poppins trash, mais qui est un peu plus gentille avec Nadine qu'avec Jean-Michel. Mais en même temps, elle était prête à donner à Jean-Michel ce qu'il voulait, mais Jean-Michel ne pouvait pas prendre ce qu'il voulait, au fond. Un coup qu'on lui montre directement, c'était trop pour lui. Mais on sent que c'est quelque chose encore à explorer, dans le sens où... c'était comme, même au niveau de l'écriture, puis je pense qu'au niveau de
il y a quelque chose d'insaisissable dans ce personnage-là, puis dans quelle zone douloureuse elle va jouer un peu. Et c'est inconfortable pour moi le fait que Nadine se guérisse à travers ce processus-là, mais on l'a fait. On est allé là. Je sais pas ce que ça veut dire, finalement. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose de délicat de dire, OK, elle a pris du pouvoir à travers ce rapport-là de domination qui a donné du pouvoir aux hommes toutes ces années-là, puis ça va un peu trop loin, puis là, elle s'en prend peut-être à son mari. Donc, c'est comme une réflexion sur les rapports de force, en bout de ligne. OK. Il y avait une autre question. Juste derrière, je pense. Oui, en fait, j'ai bien compris la fin de la pièce, mais on dirait que la fin du film est un petit peu plus nébuleuse pour moi. Je sais pas si peut-être vous pouvez l'éclairer un peu, qu'est-ce que vous avez voulu représenter, notamment la scène de rollerblade, où est-ce qu'on voit plein de jeunes femmes qui font du rollerblade. Ouais. Tu as Amy au début du film qui arrive en rollerblade. Je sais pas s'il y a un lien entre ça. Ça, c'est une image qui vient de Monia, que j'aimais beaucoup. Quand elle m'a parlé de cette image-là, je fais « Ah oui, wow! » Encore là, il y avait quelque chose qui était poétique, et je pense que c'était une façon de dire... tu sais, elles sont là, les babysitters, elles sont là pour rester. C'est-à-dire que ces jeunes filles-là que vous avez, tu sais, qu'on a sexualisées dans un imaginaire un peu tordu, bien, elles vont continuer d'être là. Puis les jeunes filles, je me souviens plus si la ligne est restée dans le film, je sais qu'elle est dans la pièce, mais tu sais, comme, elle parle que les uniformes de jeunes filles, tu sais, c'est la même chose au sex shop que ce que les filles portent au secondaire. Puis elle dit, personnellement, je trouve ça plus choquant sur une fille de 15 ans qu'au sex shop. Tu sais, il y a tout ce discours-là qu'elle a sur comment il y a une confusion. On a tellement sexualisé certains looks pour les filles ou certains rôles qu'il y a une certaine confusion dans l'imaginaire. Puis là, le fait qu'on ramène les jeunes filles qui font du rollerblade à la fin, c'est comme les jeunes filles ne vont pas changer. Là. Donc, il va falloir que la perception change. Il va falloir qu'on s'adapte et qu'on change, peut-être qu'on questionne cet imaginaire sexuel-là qui est quand même très présent. Là. Fait que c'était un peu ça, mais il y avait d'autres fins avant. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle aussi des autres fins avant. C'est-à-dire... Non, mais je veux dire, c'est-à-dire que la fin, tu sais, il y a la fin, il y a ce moment-là où il y a un échange de regards étrange entre Cédric puis une fille au travail. Ça aussi, c'est important pour Monia. Ah, je viens de tuer un moustique. Oui, il y en a plein à l'UDM. Désolée. On est envahi par les mouches. Oui, mais est-ce que vous vouliez les garder? Parce que là, il y en a un de moins. Désolée. Non, c'est ça. Il y a un échange de regards entre Cédric et une femme au travail qu'on n'a jamais vu avant dans le film. Je ne sais pas si vous avez cligné des yeux à ce moment-là. Mais pour Monia, c'est important de sentir de placer que Cédric n'allait pas s'en sortir comme ça, qu'il y avait encore des femmes qui allaient le juger pour ce qu'il avait fait, que c'était pas correct ce qu'il avait fait. Donc, elle a placé ça. Et après ça aussi, il y avait Jean-Michel, quand il parle de son livre à la fin. Pour moi, le personnage de Jean-Michel, autant j'ai de la compassion pour lui, autant je sentais pas le besoin qu'il vive une réelle transformation. À mon avis, il vivait un événement traumatique quand il était confronté par Amy. Il savait pas quoi faire. Elle le confrontait sur le fait que son désir était peut-être pas à la bonne place, son désir de sauver, de réparer, que c'était peut-être indécent. Il prend ça, il s'en va dans la voiture, il a une érection, il sait pas quoi faire avec. T'sais, il est comme vraiment malheureux de lui-même, il se gifle, il est pas bien. Mais après ça, pour moi, il s'en allait parler de son livre qu'il a écrit tout seul, sans son frère, avec ses lettres d'excuses, et il était revenu à sa case départ. C'est un personnage. Pour moi, je vivais bien avec ça. Puis, mais pour Monia, il fallait aller le torturer un peu plus encore. Donc, c'est pour ça que quand il y a sa nièce qui est là à l'écran, comme quand il parle à l'écran, puis finalement, c'est comme s'il entend sa nièce à travers les caméras, il ne sait plus, puis on voit la petite fille qui lui parle à travers l'écran dans un moment où, là, à ce moment-là, on est dans un univers encore décalé, là, où magique un peu. Et donc, il est hanté par cette jeune fille-là, tu sais. Puis ça me fait rire parce que j'ai souvent entendu des gars dire des affaires, tu sais, comme après qu'ils sont devenus papas de jeunes filles,
Après ça, il regarde les jeunes filles comme, mettons, je sais, il y a un gars tu sais, qui était allé dans un show rock, puis les filles, ils levaient leur chandail, puis ça, puis ils regardaient, puis il fait même là, mais c'est les filles, ils ont des papas, ces filles-là, tu sais, puis d'un coup, ça changeait leur regard sur les filles. Je dis, mais pourquoi tu avais besoin de devenir le père d'une fille pour comprendre que cette fille-là allait devenir une femme, puis qu'elle, tu sais, c'est... Et donc, pour moi, c'est comme ça que je lis ce moment-là, c'est-à-dire, là, il y a un choc, tout d'un coup, sa nièce est en train de devenir une fille, fait que là, tout d'un coup, il revoit comment il a regardé les filles dans sa vie, puis ça ne fonctionne plus. Là. Fait qu'il y a toute une réflexion là-dessus, mais je peux comprendre que tu sais, il faut l'analyser. Moi, c'est mon analyse, mais en même temps, il faut aussi se faire plaisir, puis prendre les images qui nous parlent, rendu là. Et il y a tout le côté Shining aussi avec cette scène-là, Oui. à la télévision, puis il y Oui. a le côté un peu... je pense que c'est Monia qui parle de ça, mais le côté un peu sorcière de la babysitter aussi, comme si elle avait comme un pouvoir, était capable de communiquer avec les autres, et là tout à coup c'est cette petite fille-là qui hérite de cette de ce don-là, et il y a comme une continuité dans le film. Complètement. Oui, vous, au fond. Pour vous, est-ce que le film a une fin, un regard optimiste ou pessimiste sur l'avenir? Pour moi, la scène où Cédric et Nadine sont allés au bout de leur truc, là, où Cédric est allé au bout de son introspection narcissique, puis et Nadine est allée au bout de son jeu un peu délirant avec la babysitter, puis qui se retrouvent, puis qui se tiennent par la main. Moi, dans cette scène-là, pour moi, c'est une scène de réconciliation, puis c'est une scène que ce couple-là va survivre. Ils vont survivre à l'arrivée de leur premier enfant, qui n'est pas gagné, qui est une chose... ça arrive souvent que les couples... Il y a beaucoup de couples qui se séparent très rapidement après l'arrivée d'un premier enfant, ou sinon ils durent. Fait que bref, pour moi, ce moment-là, c'est un moment de réconciliation. Fait que oui, ça finit bien pour eux, je pense. Et toute la question du jeu, c'est pas vraiment une question, c'est juste un commentaire, mais hier j'ai revu le film, donc que j'aime toujours autant, là, et toujours pour le côté Catherine et le côté Monia, donc j'aime les deux côtés dans le film. Donc pour moi, je suis juste servi, j'aime les deux aspects, cette espèce d'œuvre à deux têtes, mais toute la question du jeu et des stéréotypes et de déboulonner les stéréotypes, c'est vraiment, en fait, la force de ton écriture, puis c'est dans Deux femmes en or, c'est partout, donc, je vous conseille vivement de voir une pièce de Catherine au théâtre parce qu'on rit et c'est tellement communicatif donc dans la salle, et c'est tous les petits travers de la vie quotidienne, tous les petits ridicules qu'on a, mais finalement, c'est des personnages très humains partout. Mais bref, donc cette question-là du jeu et comment adhérer ou non à son rôle, comment se projeter dans un rôle qui est peut-être pas le bon pour s'en rendre compte trop tard, c'est quelque chose qui est omniprésent dans ton œuvre, mais c'est vécu de deux manières différentes par les personnages. Puis hier, en revoyant le film, ça m'a frappé, il y a Amy qui dit de manière un peu ludique « j'ai pas toujours envie d'être moi ». Et elle, c'est comme quelque chose de positif. Elle peut incarner tous les rôles, et peut-être parce qu'elle n'a pas de psychologie. Donc finalement, c'est comme un personnage, c'est ça, dans Mary Poppins, ou le personnage dans Théorema de Pasolini, qui est comme la version trash, justement, de Mary Poppins. Mais elle, donc pour elle, ne pas savoir qui elle est, c'est pas déstabilisant, c'est positif. Et plus tard dans le film, Cédric dit l'inverse, il dit « j'ai l'impression de ne plus être moi-même », mais lui, ça le frappe, et c'est comme un deuil qu'il doit faire. Donc c'est le même enjeu. Comment adhérer ou non à soi-même, comment s'identifier ou non à certains stéréotypes, mais c'est vécu de manière différente par la babysitter et par Cédric. Et il n'y a pas de question, mais c'est juste, je trouvais que c'était finement amené comment ces deux répliques-là se répondaient dans le film. Là. Et comment finalement on peut accepter ou non le fait de changer, le fait de ne pas être avec une seule vision de soi-même, le fait d'avoir une personnalité, entre guillemets, multiple, et certains le vivent de manière plus égoïste dans le film, et d'autres de manière plus libre. Oui. Donc c'est ce qui est très beau. Donc il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Mais je peux peut-être, juste pour... non, mais c'est sûr que c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est de prendre des personnages, c'est d'imaginer des personnages vrais, des personnages comme ordinaires, puis de leur faire des choses qui ont comme pas de bon sens, mais qu'on ferait pas, mais qu'on se dit, ah, mais si je le faisais, tu sais, comme si je m'étais mise, mettons là, que pour me divertir, là, après mon premier ou mon deuxième enfant, je m'étais mise à porter des capes ou à faire quelque chose d'aussi
anodin, mais un peu étrange quand même, mais ça me fait du bien. Pour moi, c'était comme ça que j'essayais d'imaginer un personnage qui fait quelque chose que... C'est comme si, tout d'un coup, quelqu'un ici dans la salle se met à faire quelque chose de bizarre en se disant « ça va m'aider ». Et j'aime ça, j'aime ces personnages-là qui cherchent. Puis effectivement, Cédric, il fait quelque chose qui est complètement à côté de sa propre personnalité, là. Et il se perd un peu. Je pense que tu as une bienveillance pour tes personnages quand même, malgré tout. Donc, tu n'es pas une autrice qui juge tes personnages, mais tu essaies de les comprendre. Parce que ce serait facile de prendre un événement comme celui-là, puis de faire une pièce à thèse, à charge, mais non, tu es plus dans essayer de décortiquer plus finement c'est quoi les enjeux de société derrière, et ça vient avec une forme de bienveillance, je pense. Et puis il y a une autre réplique, si je peux juste enchaîner, puis après on aurait le temps pour peut-être une ou deux autres questions, on va terminer à peu près dans 10 minutes. Et je me demande si c'est une réplique autobiographique. C'est Amy qui dit donc écrire c'est thérapeutique. Donc elle dit ça un peu en blague quand elle voit que les deux gars écrivent donc un livre, et elle dit ah oui c'est drôle, c'est bon, écrire c'est thérapeutique. Est-ce que écrire c'est thérapeutique pour toi? Je pense qu'avoir écrit, oui. C'est comme. Mais des fois, écrire, le geste lui-même devient de plus en plus difficile. Je pense que je deviens un peu impatiente. Je sais pas, on dirait que je voudrais que ça soit facile, puis ça ne l'est pas. Fait que non, je trouve pas ça. Mais je sais quand. Oui, c'est plus difficile qu'avant, oui. Pourquoi? Parce que on dirait que je comprends mieux une réplique qui fonctionne puis une réplique qui fonctionne pas. Puis, par exemple, je suis meilleure pour analyser les scénarios des autres que je l'étais il y a 10 ans. Maintenant, j'analyse un scénario, puis rapidement, j'arrive à cerner ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Puis en général, je donne des commentaires aux gens, puis ils sont contents. Fait que je me dis, OK, ça, je me suis améliorée. Mais écrire prend toujours autant de temps qu'avant. Il n'y a pas de... C'est comme s'il faut quand même que je fasse 15 versions pour arriver à quelque chose. Il faut quand même que... le fait de l'avoir fait beaucoup, le fait de comprendre mieux les mécanismes d'un scénario, ça ne fait pas en sorte que quand je m'assois, c'est plus facile. Il y a quelque chose de vexant là-dedans. C'est comme si ça fait 150 fois que tu fais un gâteau, mais tu as encore besoin de tout faire les mêmes étapes. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas... je sais pas. Mais peut-être aussi c'est parce que j'ai beaucoup écrit, fait que peut-être je prenais 2 années sabbatiques, après ça je reviendrais puis ce serait facile, mais non, il y a quelque chose dans le... À la fois pour le théâtre et pour le cinéma, tu veux dire? Oui, les deux, mais c'est parce que c'est comme... puis tu arrives avec un bagage aussi de ce qui a fonctionné puis de ce qui n'a pas fonctionné, fait que ta tête, t'as comme beaucoup de... Tu as beaucoup de petites voix dans ta tête qui disent « Oui, mais là, ça ne marchera pas, ça, c'est pas assez drôle. Oui, mais quand tu as fait Deux femmes en or, le sujet était plus universel, donc ça fonctionnait bien. Ah, mais dans Baby Star, l'effet de surprise fonctionnait bien. » Tu as comme vraiment plein de petites voix qui s'accumulent, qui s'en vont jamais, qui fait que... C'est ça. Si vous me voyez dans un café et j'ai l'air de parler toute seule, je parle avec mes petites voix quand j'essaie d'écrire. Il y a une question. Quand vous écrivez, est-ce que c'est un procédé qui est plus personnel, puis qu'avec... Par exemple, vous dites que c'est plus compliqué. Est-ce que, genre, à force d'avoir écrit, ça pourrait se diluer, ou vous êtes vraiment détaché quand vous écrivez, que c'est vraiment... ça vient autre que vous? Vous êtes seulement comme un genre de... Vous transférez sur le médium l'idée en général? Non, en fait, c'est bizarre. Quand j'écris, c'est comme si j'y pense beaucoup sans y penser. Tu sais, mettons, je vais passer beaucoup de temps devant l'ordinateur, puis des fois, c'est comme... Je suis pas très présente à ce que je fais sur l'ordinateur, puis il y a quelque chose qui se prépare, puis après ça, à un moment donné, ça sort, puis là, ça devient comme viscéral, dans le sens que... Puis oui, non, il faut que je connecte à... Je serais pas capable de faire quelque chose de juste comme ce que mon Dieu, Yann Lauzon, avec qui j'ai travaillé au début de ma carrière, appelait de la peinture à numéros, c'est-à-dire, tu sais exactement qu'est-ce qu'il faut que tu mettes, quel ingrédient qu'il faut que tu mettes dans une œuvre pour que ça marche, mais ça marche pas. Il faut comme que tu compromettre encore. Il faut comme que tu te mettes dans une position où tu es un peu vulnérable, tu sais, puis même dans une comédie comme Deux femmes en or, je veux dire, il y a quelque chose de vulnérable. Ça parle quand même de l'usure des couples, ça parle quand même des femmes qui avancent en âge puis qui font « ben attends, là, je suis encore vivante », là, tu sais, ça parle de la crise de la quarantaine, ça parle... Tu sais, mes personnages vieillissent avec moi parce que j'ai envie il faut que je mette là où ça me fait mal, là où je suis vulnérable, parce que sinon, c'est pas aussi drôle, je pense. C'est des gags qui viennent d'un petit peu de douleur. Puis je pense que
Deux femmes en or, les gens rient beaucoup, mais c'est parce que je suis dans des zones de douleur qui sont très ordinaires, en fait. Puis, il y a personne qui écrirait un drame spectaculaire sur un couple qui a eu 2 enfants puis qui ont une vie intime un peu poche. Tu sais, ça serait comme vraiment... Mais quand tu fais de la comédie avec ça, tu fais des blagues là-dessus, puis tu réalises qu'il n'y a pas grand monde qui en a fait. Les humoristes ont parlé beaucoup du couple, mais tu sais, il n'y a pas eu grand... on parle de ça, là, on parle vraiment d'intimité dans des vieux couples, là. Ça rit beaucoup dans la salle, parce que ça vient chatouiller un peu, je pense. Mais ça, c'est une théorie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'en ai une dernière, peut-être. Tu as mentionné le mot tantôt, puis il me semble que tu as dit que tu allais y revenir, puis je ne sais pas si on est revenu, mais la question du féminisme dans ton œuvre ou de l'approche que tu as, parce que, il me semble que j'avais lu quelque part que... Parce que moi, quand je t'ai présenté, j'avais dit autrice féministe, puis après ça, j'avais lu que tu t'identifiais pas, ou que tu voulais pas te présenter comme ça, essentiellement. Et... bref, je vais peut-être revenir là-dessus, c'est peut-être pas la meilleure question pour la fin, mais ce sera celle-là. Là. Mais, non, il me trouvait sympathique. Question, non, mais en fait, c'est pas que je veux pas... Je suis une autrice féministe, je suis une personne féministe, il n'y a aucun doute pour moi là-dessus, mais il y a eu une époque où ça venait un peu avec... Tu sais, comme justement, là, il y a eu un peu... Quand j'ai fait Filles en liberté, pour tout dire, il y avait comme cette étiquette-là de dire, OK, bien là, c'est une autrice féministe, puis les gens s'attendaient à ce que j'ai une certaine vision de mes personnages, alors que mes personnages dans Filles en liberté, qui est une pièce de théâtre, pas un film, mais c'est une proposition où c'est des filles qui refusent d'être féministes. C'est des filles... Et il y avait une confusion à dire, comme, est-ce que d'écrire des personnages féminins qui refusent d'être féministes, c'est féministe? Mais pour moi, ça faisait partie d'une réflexion, ça faisait partie c'est ça, d'une espèce d'une résistance que ces personnages-là avaient par rapport à elle-même. Fait que je pense qu'il y a eu une période où c'était comme si tu étais une autrice féministe, tu étais nécessairement militante, pamphlétaire. Puis là, je trouvais que je me souviens plus à quel moment j'ai dit ça, mais il y a eu un moment où j'étais comme plus... je voulais pas créer des attentes d'une certaine façon, parce que je trouvais... Pour moi, c'est féministe d'être capable de dire « Hey, j'ai des personnages féminins qui sont pas féministes, j'ai des personnages féminins qui sont tellement libres qui envoient promener certaines choses, puis ça créait une réaction dans le public, puis c'est à ce moment-là, mais après ça, bien, il y a eu tout un tu sais, parce qu'on s'entend, là, le mot féministe, il a quand même beaucoup bougé là, dans les derniers 10 ans. Là, tu sais, à un moment donné, tu sais, être féministe, justement, c'était quelqu'un... Si tu étais impliquée, militante, tout ça, mais après ça, c'était comme, non, si tu es pour les droits des femmes, tu es féministe, tout le monde est féministe. Fait que il y avait comme... Il y a eu une démocratisation du mot féministe, alors qu'avant, je trouvais que c'était comme une épaulette qu'il fallait mériter. Puis j'étais pas sûre de l'avoir mérité. Une dernière question, je peux-tu? Oui, ben oui. J'ai comme eu un flash, mais donc tu dis que tu as présenté le film en France, ou du moins qu'il y avait le public français un peu à l'horizon avec la coproduction et tout. On sait que donc le Québec et la France ne sont pas toujours au diapason sur certains enjeux de société, notamment la question du féminisme et tout, mais du féminisme, dis-je. La réception du film en France, est-ce que tu as pu vivre ça un peu? Est-ce que tu as eu des échos? Est-ce que le film a été reçu de la même manière au Québec et en France? Est-ce qu'il y avait... Puis toi-même, tu l'as présenté à plusieurs endroits. Au Mexique, oui. C'était intéressant au Mexique aussi. Non, en fait, la réaction n'était pas la même. Puis je pense que ça explique aussi... tu sais, Monia, qui a présenté le film en France, quand elle est revenue ici, elle était vraiment... tu sais, elle avait dû beaucoup expliquer le féminisme, justement. Elle avait dû beaucoup... Puis moi, quand je suis allée aussi pour la promotion du film en France, c'était surtout Monia qui la faisait, mais je suis quand même allée pour la première. À chaque fois que quelqu'un me parlait, utilisait le mot féministe avec moi là-bas, c'était comme, tu sais, elle est féministe, mais une bonne féministe. Il fallait toujours spécifier que le mot féministe était utilisé non pas de manière péjorative, parce qu'ici, on n'est pas là du tout, là, on n'est vraiment pas là. Il y avait des réactions... C'est sûr qu'il y a eu des réactions un peu épidermiques au film, justement parce que, peut-être que... c'est un privilège de faire des blagues, de faire de la comédie sur des enjeux féministes. Ça, je l'ai compris quand je suis allée au Mexique. L'avortement là-bas, c'est un sujet qui est difficile. Ça faisait quelques années que l'avortement était toléré, légal, mais c'était quand même un sujet chaud. Et dans le film, il y a des blagues sur l'avortement. Et j'ai vraiment senti, quand je suis arrivée là-bas, le privilège que j'avais de faire des blagues sur des sujets qui sont aussi importants, parce que je prends pour acquis qu'on ne va pas m'enlever ce droit-là.
Et il y avait aussi toutes les discussions, ça donnait l'impression, le film là-bas, alors qu'au Mexique, il y avait comme une grande division entre les féministes, les jeunes étaient féministes, puis les dames qui étaient comme féministes les trouvaient radicales. Donc, il y avait comme une division entre les deux féministes, et ça donnait l'impression que moi, comme je faisais de la comédie, je voulais critiquer le féminisme radical, comme si je ne pensais pas que le féminisme radical était nécessaire. Mais en fait, le féminisme radical est nécessaire quand il est nécessaire. Puis en ce moment, ici, la conversation est plus large, on est plus avancé. Ce qui m'amène en France, je pense qu'en France, c'est peut-être pas aussi compliqué qu'au Mexique, mais il y avait quand même un sentiment que c'était peut-être un peu tôt pour faire des blagues là-dessus, pour faire une comédie féministe. Il y avait comme un sentiment que c'était facile pour une certaine génération de balayer le film en disant « mais c'est pas sérieux », puis pour une autre génération de dire « ben non, mais attendez, là, les filles, là, on va pas commencer à faire des blagues tout de suite, là, la bataille n'est pas complètement gagnée, là, puis elle n'est pas complètement gagnée ici non plus ». Mais j'ai mesuré, en me promenant un peu avec le film, à quel point c'est un privilège de pouvoir faire de la comédie féministe. Puis je vais me battre pour ce privilège-là, mais je pense que c'est bon d'avoir ça en tête aussi. Voilà. Fait que ça explique aussi peut-être justement les réactions plus épidémiques qu'on a eues en France. Par un privilège, c'est un privilège de te recevoir ce soir à l'Observatoire et dans le cadre de ce cours. Donc, un grand merci à Catherine. Merci à vous. Merci pour la générosité de tes réponses et on va surveiller tes prochains projets, que ce soit au théâtre. Puis je dis pas ça pour faire de la pub, mais pour dynamiser le milieu culturel au Québec et la sortie au cinéma un jour de Deux femmes en or et de Kamouraska. Pour celles et ceux qui sont dans mon cours, on se revoit la semaine prochaine.